Bonjour à toutes et à tous. Le Bitcoin, ça fait parler, hein. Depuis 2009, on entend beaucoup de choses, surtout sur la spéculation, les prix qui grimpent en flèche, puis qui s'effondrent. Mais si on mettait tout ça de côté un instant, si on creusait un peu pour voir ce qui se cache vraiment sous le capot, parce que derrière le bruit médiatique, il y a une technologie qui pourrait bien redéfinir notre rapport à la valeur. Allez, on plonge ensemble dans cette odyssée. Tout part une question qui a l'air toute simple mais qui est un vrai casse-tête. Pensez-y. Envoyer un email ou une photo sur Internet, c'est d'une simplicité enfantine. Mais envoyer de la valeur, de l'argent, comment être absolument certain que la transaction est unique, qu'elle est sécurisée et surtout qu'elle est définitive. Et tout ça sans passer par une banque, sans aucun intermédiaire, c'est précisément ce défi-là que les cryptoactifs essaient de résoudre. Et ce problème, il porte un nom. C'est le problème de la double dépense. L'image est facile à comprendre. Si je vous envoie un fichier de musique, on a tous les deux la même chanson. C'est parfait pour partager, mais imaginez qu'on puisse faire ça avec de l'argent numérique. Ce serait la catastrophe. Personne ne veut d'un système où on peut faire un copier-coller d'un euro et le dépenser à l'infini. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Jusqu'à très récemment, la seule solution qu'on avait, c'était de faire appel à un tiers de confiance. Une banque, par exemple. C'est elle qui tient le grand livre de compte, qui vérifie que les fonds existent bien et qui s'assure que chaque euro n'est dépensé qu'une seule fois. En gros, la banque est le point central de la confiance. Mais cette centralisation, elle a un coût et elle a aussi ses limites. Alors, la grande question, c'est comment s'en passer? Comment créer de la confiance entre des inconnus sans autorité centrale pour superviser? La réponse, c'est une innovation technologique majeure, la blockchain. Ok, on entre dans le vif du sujet. L'idée de génie, le vrai changement de paradigme, c'est ça. Au lieu de faire confiance à une institution, à des humains, qui par nature sont faillibles, on va faire confiance aux mathématiques, à la cryptographie. On ne dit plus « fais-moi confiance », on dit « vérifie par toi-même ». On passe d'un système basé sur la confiance à un système basé sur la preuve. Pour qu'un actif numérique puisse fonctionner comme une monnaie, il doit absolument cocher 3 cases. Premièrement, l'inaliénabilité. Ça veut dire que c'est à vous et personne d'autre ne peut y toucher sans votre permission. Deuxièmement, la fongibilité. Un bitcoin est un bitcoin, un euro est un euro, chaque unité est interchangeable. Et enfin, le point crucial, la rareté numérique. Il ne peut pas y en avoir une quantité infinie. L'émission est contrôlée et limitée par le code. Alors, comment ça marche concrètement ? Imaginez un gigantesque livre de comptes. Sauf qu'au lieu d'être dans un coffre-fort, ce livre est public, distribué et copié sur des milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Chaque page de ce livre est un bloc qui enregistre les dernières transactions. Une fois la page remplie, on la scelle avec une sorte de signature numérique inviolable. Et le truc génial, c'est que la signature du bloc précédent est incluse dans le nouveau bloc, ce qui les lie les uns aux autres. Ça crée une chaîne, la fameuse blockchain. Et c'est cette chaîne qui la rend quasiment infalsifiable. Le processus est finalement assez logique. Une personne envoie une transaction, elle est regroupée avec d'autres dans un nouveau bloc en attente. Et là, une compétition mondiale se lance. Des milliers d'ordinateurs tentent de résoudre une énigme mathématique pour valider ce bloc. Le premier qui réussit diffuse sa solution. Les autres vérifient, et si tout est correct, hop, tout le monde ajoute ce nouveau bloc à sa copie de la chaîne. La transaction est alors confirmée, gravée dans le marbre numérique. D'accord, mais qui sont ces ordinateurs? Et surtout, comment être sûr qu'ils ne trichent pas? C'est tout le nerf de la guerre d'un réseau décentralisé, la sécurité. En gros, il y a 2 grandes philosophies. D'un côté, la preuve de travail, le système de Bitcoin. Le principe, pour valider un bloc, il faut brûler une quantité d'énergie colossale. C'est comme si on disait « prouve ton honnêteté en me montrant que tu as les moyens de payer une facture d'électricité astronomique ». Tricher coûterait une fortune. De l'autre côté, il y a la preuve d'enjeu. Là, plus besoin de dépenser autant d'énergie. Les validateurs doivent mettre en caution leurs propres jetons. S'ils valident une fraude, ils perdent leur mise. La sécurité est donc assurée par une forte incitation économique à rester honnête. Mais attention, la blockchain, ce n'est pas juste de l'argent numérique. La révolution suivante est venue d'Ethereum avec les contrats intelligents. Ce sont des petits programmes qui s'exécutent automatiquement sur la blockchain quand des conditions sont remplies. L'analogie parfaite, c'est le distributeur automatique. On met une pièce, la condition est remplie, la boisson tombe. Pas besoin de confiance. Imaginez une assurance qui vous rembourse automatiquement et instantanément si votre vol est annulé. Voilà la puissance des smart contracts. Ils transforment la blockchain en un ordinateur mondial. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de la technologie, parlons de l'aspect qui fait la une des journaux, l'investissement. Comment on aborde ce marché avec un peu de recul?
Alors, soyons clairs, qui dit potentiel de gain élevé, dit aussi risque élevé. Il y a la volatilité, c'est évident, les prix peuvent bouger très fort, très vite, car le marché est encore jeune. Il y a le risque réglementaire, les gouvernements cherchent encore leur marque. Mais le point le plus important à comprendre, c'est que le plus grand danger n'est pas technique. La blockchain Bitcoin, par exemple, n'a jamais été piratée. Le vrai risque, c'est l'erreur humaine, les arnaques, le phishing ou tout simplement perdre ses propres codes d'accès. Et ça nous amène à cette phrase, un vrai mantra dans cet univers, Not your keys, not your coins. En français, pas vos clés, pas vos jetons. Ça veut dire que si on ne détient pas soi-même les clés privées, ce fameux code secret qui contrôle les fonds, eh bien, on n'est pas vraiment propriétaire. On fait confiance à un tiers pour les garder pour nous. Concrètement, ça donne deux grandes options. Soit on laisse ces actifs sur une plateforme d'échange, c'est pratique, mais on leur délègue la sécurité, avec le risque que la plateforme fasse faillite. Soit on utilise un portefeuille matériel, une sorte de clé USB ultra sécurisée. Là, on a le contrôle total de ces clés. C'est comme avoir son propre coffre-fort. L'avantage, c'est le contrôle. L'inconvénient, c'est qu'on est le seul et unique responsable de la sécurité. Du coup, quelle place pour ces actifs dans une stratégie de patrimoine ? D'un point de vue académique, la recommandation est souvent la même. Comme c'est une classe d'actifs à très haut risque, on devrait y allouer une toute petite partie de son portefeuille. On parle de 1 à 5% maximum. Il faut voir ça comme une diversification, pas comme un ticket de loterie. Un dernier concept important à connaître, surtout pour Bitcoin, c'est le halving. C'est un événement programmé dans le code qui a lieu tous les 4 ans. La récompense pour la création de nouveaux Bitcoins est divisée par 2. C'est un choc sur l'offre, un peu comme si la production mondiale d'or était soudainement coupée de moitié. Et historiquement, cet événement a tendance à initier les grands cycles de marché. Pour conclure, essayons de prendre un peu de hauteur. Oublions les fluctuations à court terme et regardons la vision à long terme de cette technologie. Le point crucial à retenir, c'est peut-être celui-ci. Il ne faut pas voir les cryptoactifs comme un simple casino numérique. Ce qu'on est en train de construire, c'est une nouvelle infrastructure, une nouvelle couche qui s'ajoute à Internet. Après l'Internet de l'information, on bâtit maintenant l'Internet de la valeur. Et cette infrastructure pourrait tout changer. On se dirige vers ce qu'on appelle la tokenisation du monde. C'est la capacité de représenter n'importe quel actif, un appartement, une œuvre d'art, une action d'entreprise, sous la forme d'un jeton numérique échangeable sur une blockchain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière quasi instantanée et sans intermédiaire. Alors, que retenir de tout ça ? Que dans un domaine aussi nouveau, la meilleure des protections, c'est l'éducation. La pire erreur serait de céder au FOMO, cette peur de rater une opportunité, et d'investir sans comprendre. Le conseil le plus sage, c'est de s'intéresser à la technologie, de comprendre ses fondements, car c'est là que se trouve la véritable valeur sur le long terme. La transition est immense. Passer d'un monde où l'on copie l'information à l'infini à un monde où l'on peut transférer de la valeur de manière native et sans frontières est une promesse vertigineuse. La vraie question, c'est de savoir si nos sociétés, nos lois et nous-mêmes sommes prêts pour cette révolution. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Si ces sujets qui mêlent nouvelles technologies et économie numérique vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt. Si ce décryptage a éclairé certaines choses, abonnez-vous à Science Portal pour ne jamais manquer nos prochaines analyses qui connectent la science, la psychologie et le pouvoir. Et en attendant, une question pour les commentaires. Quelle est la première compétence de ce vrai programme que vous aimeriez développer ?